Mesure à la Société de l'assurance auto du Québec, les gens dont le permis est suspendu pour conduite en état d'ébriété peuvent faire installer un antidémarreur, mais là, il y a une ligne d'attente. Il paraît, oui. On s'attendait pas à en poser autant, à tout le moins, Isabelle Maher. On parle même, on s'attendait à 200. On est rendu à plus de 1000 demandes, quelque chose comme? Exactement, 1000 demandes, mais il faut dire qu'il y a 8000 personnes qui étaient éligibles à faire poser cet antidémarreur. Depuis le 1er décembre, en une semaine, 1000 personnes ont fait cette demande-là. Ce qui est au-delà de ce qu'avait prévu la SAQ. En fait, à la SAQ, on s'était référé à l'expérience albertaine et là-bas, en un an, 1000 personnes ont fait la demande. Il faut dire qu'ici, il y a eu plus de publicité. Bref, le résultat, c'est que ceux qui veulent cet antidémarreur doivent attendre jusqu'en février pour pouvoir le faire installer. Bon, il y a un problème majeur et les gens l'ont soulevé, ce problème-là, c'est qu'il n'y a que chez G-Lebeau qu'on les installe, ces antidémarreurs. Qu'est-ce qui se passe? Exactement. 23 succursales Lebeau à travers la province peuvent installer 500 antidémarreurs par mois et seulement eux peuvent le faire. Pourquoi? Du côté de la SAQ, on nous dit qu'ils n'ont rien à voir là-dedans, que c'est la compagnie ontarienne Guardian Interlock, la fabricant d'antidémarreurs, qui, en s'émissionnant, devait se charger de trouver le réseau d'installation. Alors, on peut écouter là-dessus Rod Tremblay de la SAQ. Guardian a répondu à tous nos critères, dont l'un de ceux-ci était que la compagnie s'engageait à trouver au Québec un réseau de distribution de 14 places où faire installer l'appareil. Guardian nous est arrivé avec un réseau de 23 distributeurs et c'était Lebeau. Et ça répondait à notre critère de sélection. Bon, est-ce qu'on entend faire autre chose? À la SAQ, on nous dit que tout devrait rentrer dans l'ordre d'ici le mois de février, mais encore là, c'est une prédiction. Il y en a qui vont devoir passer Noël au sac, sans doute. Exactement. Merci. Au revoir. C'est une nouvelle chanson après le White Christmas de Bing Crosby, le Dry Christmas maintenant. Le contrôle des dépenses publiques demeure une préoccupation pour tous les Québécois. Évidemment, tous les ans, le Conseil du patronat du Québec fait une étude sur l'humeur des Québécois sur différents sujets et on a retenu quelques points de ce grand sondage un peu fourre-tout. Et on trouve là-dedans qu'il y a 78 des Québécois qui disent que le contrôle des dépenses doit être encore la priorité. On parle des dépenses publiques, bien sûr. 47 qui estiment que ça va bien au Québec. Et regardez, c'est un peu contradictoire quand on regarde les autres chiffres, quand on voit que 57 des Québécois qui estiment que le contexte politique est plutôt mauvais au Québec. Il y a un autre pourcentage qui nous dit que ça va plutôt 55 les conditions économiques sont plutôt mauvaises au Québec. Et si on regarde les leaders d'opinion, ceux qui au Québec ont beaucoup d'influence dans la population, sont les chefs d'entreprise qui, dans la population, ont la confiance, en tout cas avec 42 les chefs religieux avec 40 les journalistes, on se pensait pas si bon, en tout cas 35 trouvent qu'on n'est pas si mauvais, à tout le moins. Les chefs syndicaux, 23 et les chefs politiques, vous voyez, 14 On disait un temps, les journalistes et les chefs politiques, on avait à peu près le même pourcentage dans la population. Vous voyez que c'est un peu meilleur maintenant. Denis Beauregard, le président du Conseil du patronat, est avec nous. Monsieur Beauregard, est-ce qu'à la lumière de ces chiffres-là, vous voyez que la situation au Québec est meilleure? Écoutez, il y a une chose qui est certaine. Les résultats du sondage qui a été fait au Québec, auprès de la population en général, c'est pas fait auprès de nos seuls membres, démontrent une chose, c'est que la confiance revient. Les gens reprennent confiance, trouvent que ça va bien au Québec. L'année passée, on avait les 2 tiers des gens qui trouvaient que ça allait mal. À la même époque, le sondage est toujours fait au mois d'avant. Alors, 2 tiers l'an passé disent ça va pas très bien. Cette année, il y en a la moitié qui disent frère, ça va bien. Alors, c'est une donnée essentielle, je dirais, pour bâtir une croissance économique stable et qui va donner à long terme des emplois. Ce qui est intéressant aussi dans ce sondage-là, c'est que les Québécois tiennent aux services publics, bien sûr, évidemment, de soins de santé, de garderies, d'écoles publiques, mais aussi, ils ne ferment pas la porte et loin de là aux services privés. Effectivement, puis je pense qu'il y a là un message important pour nos chefs politiques. La population ne dit pas, bien au contraire, nous ne voulons que des organismes publics qui rendent les services publics. Dans le cas des écoles, dans le cas des garderies, dans le cas des garderies, on a une proportion, je pense, de 73 des écoles privées, 80 favorables aux garderies privées et 59 aux services privés de santé. C'est important, ça. Alors, c'est très important et le message que ça lance, c'est cesser d'évacuer le secteur privé de tous les services publics, comme vous êtes en train de le faire actuellement. Au même moment, on voit aussi que les gens sont inquiets des compressions ou des programmes, certains programmes qui ont été modifiés au niveau des finances, au niveau de l'éducation, au niveau de la santé. Oui, il y a une inquiétude et les gens se disent en désaccord, très majoritairement même, avec les réformes dans le domaine de la santé, le domaine social également.
L'éducation aussi, il n'y a pas un accord très chaud. Mais c'est curieux parce qu'en même temps, on a 78% des gens qui disent que le déficit zéro, c'est une priorité. Les finances publiques, ça doit être essayé, alors l'un ne va pas sans l'autre. Mais le message qu'il faut retirer, je pense, c'est qu'on peut assainir les finances publiques sans couper nécessairement dans les services. Il y a moyen de faire autrement. M. Bouchard, il va vous attendre. Qu'il ait recours davantage à l'entreprise privée. C'est la seule façon de faire. M. Beauregard, merci beaucoup. L'entrée. À Montréal, on discute d'eau ces jours-ci. Il y a un symposium sur l'eau qui s'est ouvert ce matin. Exact. Puis M. Bouchard était très clair. C'est lui qui avait le discours inaugural ce matin à cette session-là. Et M. Bouchard confirme qu'il y aura bel et bien une vaste consultation publique sur la gestion de l'eau avant que le gouvernement n'élabore quelque politique que ce soit sur l'eau. Et en prononçant cette allocution d'ouverture au symposium sur la gestion de l'eau au Québec, M. Bouchard a tenu à calmer les inquiétudes exprimées face à ce symposium, parce que vous savez qu'hier, la coalition Au Secours disait craindre que ce symposium remplace un débat public et serve justement à justifier une volonté de privatiser la ressource. M. Bouchard, au contraire, a dit il faut qu'il y ait une consultation publique. Il a fait valoir que le symposium devrait d'abord dresser l'état de la situation de l'eau et après ça, on ira voir qui de droit. Les premiers ministres se rencontrent ces jours-ci et ça ne crée pas beaucoup d'espoir. Non, parce que vous savez que, évidemment, il y a beaucoup d'attentes, peu d'espoir. Monique Grégoire, qui est à Ottawa, ce matin même, on fait état d'un autre différend possible entre Québec et Ottawa, justement. Absolument. Il y en a beaucoup. D'abord, le plus récent, là, c'est sur les subventions de recherche aux universités, aux collèges, aux hôpitaux. Bon, le Québec n'est pas d'accord avec la façon dont le fédéral veut procéder. Il y a celui constaté lors de la rencontre des ministres des Finances. Les ministres souhaiteraient qu'on leur retourne l'argent. Le fédéral veut d'abord y penser, aucun engagement. Et puis ce matin, on rend public une lettre que M. Galliano a adressée au ministre du Logement social, au ministre des Affaires municipales, M. Trudel, où il lui fait état qu'il y a encore un litige important entre Québec et Ottawa, parce qu'Ottawa se dit prêt à transférer 300 millions de dollars à Québec pour qu'il s'occupe du logement social, mais on ne s'entend pas sur les modalités. Surtout, Québec trouve que c'est pas assez, 300 millions de dollars. Souhaiterait que ce montant soit plus élevé. Alors, tout ça, à l'aube de la conférence des premiers ministres, ça augure très mal. Et ce matin, M. Charest, que nous avons rencontré, disait carrément, on s'en va vers un désastre. Il a eu des mots très durs à l'endroit de M. Chrétien. Il trouve que son attitude est un peu arrogante, en tout cas à l'endroit des provinces. On peut l'écouter. Oui. Le ministre des Finances provoque les gouvernements provinciaux délibérément en tentant de les présenter au public canadien comme étant ceux qui sont pas responsables ou comme étant pas des partenaires fiables au niveau des programmes sociaux. Moi, ça m'a choqué hier à la Chambre des communes quand le premier ministre a dit qu'il voulait s'assurer que les gouvernements provinciaux allaient mettre de l'argent dans les programmes pour enfants. Venant d'un premier ministre qui avait coupé de 35 % de la santé et de l'éducation, après avoir promis en 93 qu'il ne le ferait pas, d'avoir fait unilatéralement, il faut avoir du culot. Monique, M. Charest semblait volubile ce matin. Est-ce qu'il avait quelque chose à dire sur les sondages au cours de la fin de semaine, qu'il le place bon premier, en tout cas, s'il était à la tête du Parti libéral du Québec? Bon premier. Non seulement il est préféré à M. Johnson, mais on prédit, selon les sondages, qu'il battrait même le Parti québécois. Alors là-dessus, il a été peu volubile. Il a dit, vous savez, c'est une chose de dire qu'on vous aime, c'est une autre chose de dire qu'on veut voter pour vous. Il n'a pas lié... Il en sait quelque chose. Il n'a pas lié qu'il avait des pressions, mais il a été très clair, c'est toujours la même réponse. Il faut quand même lui donner la chance de nous répondre. Écoutons-le. Oui. Il n'y a jamais été question pour moi d'aller à Québec. Jamais été question. Il ne sera jamais question d'aller à Québec. J'ai jamais, pour moi, dans mon esprit, ça n'a jamais été l'option. Et en ce moment, j'ai présenté un plan de 4 ans à mon parti. Je viens juste le représenter. Je vais finir ce que j'ai commencé. Qu'on se tienne pour dit. OK. Merci. Au revoir. On termine en parlant d'un accident d'avion qui fait 4 morts au Manitoba. Oui, 4 morts, 13 blessés. Il y avait 17 personnes hier après-midi à bord de cet appareil EMB 110 qui transportait 17 personnes. Il a manqué la piste et s'est écrasé dans une forêt dense près de Little Grand Rapids. Il semble que ce soit les mauvaises conditions atmosphériques dans cette région qui a causé cet accident-là. Le petit avion dans lequel avaient été déposés 3 blessés et les plus gravement atteints, 2 hommes adultes et un garçon de 5 ans, a dû attendre plusieurs heures sur la piste justement avant de pouvoir décoller vers Winnipeg parce qu'il faisait très mauvais. Le petit garçon est mort juste avant de son arrivée à l'hôpital. Merci Pierre. Au revoir. Les actualités régionales suivent dans quelques instants. À 12h30, un vendeur d'abri n'est pas à l'abri des enquêteurs de JE.
simple fait de toucher un enfant lui procure du réconfort. Des études cliniques confirment l'effet positif de Bixaporel. Oui, c'est qu'avant 1989, sous l'ancienne loi de la sécurité du revenu, des montants qui étaient réclamés, possiblement versés en trop à un assisté social. C'est ce que ça concerne. Bien, cet assisté social ne pouvait pas vraiment se défendre, ne pouvait pas faire valoir ses droits pour contester ça. Il n'y avait pas vraiment d'instance devant laquelle se faire entendre. Or, les deux bénéficiaires au centre de l'affaire réclament rétroactivement, si vous voulez, l'application de la Charte des droits et libertés. Ils le réclament au nom de milliers d'autres Québécois et, à cet effet, demandent à ce qu'il y ait un recours collectif. Est-ce que ça pourrait être une grosse poursuite? Est-ce que ça pourrait représenter beaucoup d'argent? Bien, dans le cas des deux bénéficiaires locaux, pour Henriette Black, c'est 7 700 $. Pour Martin Letourneau, c'est 2 500 $. Pour ce qui est de l'ensemble du Québec, il n'y a pas d'évaluation, mais ce sont de millions de dollars dont il s'agit. Écoutez, il y aurait 63 000 cas semblables. On va, si vous le voulez bien, entendre leur avocat, le représentant des requérants, nous dire que ce qu'on réclame par le recours collectif, finalement, c'est pas qu'il y ait audition de ces 63 000 cas, mais que tout simplement, leur dette, la coupure de prestations soit radiée. Des réclamations, non pas au motif que ces réclamations-là sont dues ou ne sont pas dues, c'est que la procédure n'a pas été suivie et puis qu'en bout de ligne, il faudrait qu'ils remboursent. C'est le but visé, mais on n'ira pas plus loin là dans nos commentaires. Bon, comme le veut la procédure, avant d'autoriser le recours, un juge doit déterminer la représentativité des deux personnes. Il représenterait donc 63 000 cas. C'est ce qu'on est en train d'établir actuellement. Les avocats font leur représentation, après quoi le juge décidera s'il y aura un recours collectif. Alors, on suit ça de près et on se reparle à 18h. Merci, Louis. Au revoir. La Corporation de transport en commun de Trois-Rivières a reçu ses 2 premiers autobus à plancher bas fabriqués par Novabus. 7 autres sont attendus au début de l'année. Ils seront mis en service au mois de janvier pour remplacer les vieux véhicules des années 80 qui ont dépassé leur longévité. Il s'agit de la 2e génération d'autobus à plancher bas sur lesquels les anomalies de la génération précédente auraient été corrigées. Les autobus à problème, apparemment, c'était la première version. Nous, on a la 2e version. Donc, tant qu'à la fiabilité, on espère qu'elle sera là. C'est l'avenir qui va nous convaincre de tout ça. Mais c'est certain qu'il va y avoir une période de rodage, une période d'ajustement, parce que c'est des autobus qui sont tout à fait nouveaux. L'intérieur n'est pas la même chose qu'un autobus classique. La conduite est aussi pas tout à fait la même chose. La relance de l'usine Lemay, détruite par un incendie il y a 6 mois, est imminente, si l'on en croit un porte-parole de l'entreprise. L'incendie de l'usine de Bécancour avait fait 4 morts en juin dernier. Le propriétaire analyse plusieurs emplacements pour relancer la petite industrie. La majorité sont situés à l'extérieur de Bécancour. Depuis l'incendie de l'usine Lemay de Bécancour, il y a 6 mois, les choses ont beaucoup évolué pour l'entreprise, même si sa relance tarde encore. M. Rosaire Lemay a acquis les actions de ses 2 frères et devient ainsi l'actionnaire majoritaire de l'entreprise. C'est son fils Éric qui visitait les locaux de l'ancien abattoir porcin Olimel de Sainte-Perpétue où la manufacture de meubles pourrait s'établir. C'est un scénario qu'on étudie présentement. Est-ce que ça va donner de quoi? On espère, mais on ne peut rien confirmer aujourd'hui. Il y a aussi d'autres emplacements potentiels à l'étude, notamment à Daveluiville et Bécancour. Il faut que ça se règle d'ici Noël, quand on parle d'achat. Après ça, pour ce qui est de la production, là, on prévoit mars-avril maximum pour que ça soit reparti. En même temps qu'ils préparent la relance de leur usine, les Lemay, père et fils, s'apprêtent aussi à acheter une autre usine de meubles, cette fois dans la région de Trois-Rivières. Et en parallèle, peut-être d'acheter une entreprise déjà existante qui a sa propre ligne et qu'on continuerait là, en mettant le logo Lemay dessus. Les Lemay ont donc confiance que le marché pourra les accueillir sans difficulté. Ils se préparent d'ailleurs à tâter le terrain en participant à la Foire internationale du meuble de Toronto au début du mois de janvier. Nous autres, on parle d'une grosse usine là, de 1 à 2 millions minimum. Et là, on va regarder l'exportation. La destruction de l'usine avait privé de travail une trentaine de personnes. Depuis, une vingtaine d'entre elles ont trouvé un autre emploi, ce qui obligera l'entreprise à embaucher de nouveaux employés pour relancer sa production. Pierre Saint-Yves, TVA, Sainte-Perpétue.
Vous avez une nouvelle importante à nous communiquer. Pour nous rejoindre, faites le 376-8884. Vous êtes de l'extérieur, alors composez sans frais le 188. Ici, son village de Noël. Les petites maisonnettes sont alors patiemment posées sur un drap recouvrant tout le mobilier du salon et quelques chaises de la salle à dîner. Il a fallu au moins 2 semaines pour donner vie aux centaines de personnages qui patinent, skient ou marchent au cœur de ce décor. Je commence par là, après je commence par ma montagne, mon arbre, après je m'en vais en ratissant toujours. Le village se découpe en quartiers. Tout là-haut, il y a un arrondissement cossu où se trouvent les maisons de collection. La gare, une reproduction d'un édifice londonien, trône un peu plus bas. Les parcs, les patinoires et les carrousels complètent le tableau qui est illuminé dès 6 heures le matin jusqu'en fin de soirée. Chaque pièce a son histoire. Ce sont les coups de foudre qui guident très souvent les achats. Je rentre dans le magasin, elle dit « il n'est pas vente, notre décoration? » J'aimerais tellement ça l'avoir. J'aimerais que vous me le vendriez. Elle dit « je peux essayer. » Elle a appelé à la compagnie, puis il y en avait un autre. Elle m'a vendu le sien. Elle a enlevé de sa vitrine pour me le donner. Le salon et la salle à dîner de 27 pieds sur 12 disparaissent sous les décors illuminés pendant plus de 2 mois. C'est le temps qu'il faut pour pouvoir découvrir chaque détail qui enrichit le village féerique de Noël qui pousse une fois l'an sous le toit des Gélinas. Chantal Carignan, TVA, Shawinigan. La sévérité de la loi anti-tabac qui menace le Grand Prix de Trois-Rivières ne fait pas l'unanimité, même dans la communauté médicale. Le docteur Jocelyn Hébert de Saint-Grégoire, lui-même coureur automobile, ne voit pas tellement en quoi empêcher les commandites sera efficace dans la lutte au tabagisme. Des cas de maladies liées au tabagisme. Le docteur Hébert en rencontre tous les jours à sa clinique. Il sait donc de quoi il parle. Qu'il emploie ses loisirs à faire de la course de haut niveau ne change rien à sa position. Il décourage quiconque de fumer, mais ne comprend pas pourquoi s'acharner sur les commandites. J'ai pas l'impression que la commandite change les coutumes des gens, que ça change le fait de fumer ou de ne pas fumer. Il y a tellement d'activités de tous les jours où la cigarette est présente, les films. Parmi les commanditaires qui tapissent son bolide, on ne trouvera toutefois aucun cigarettier. Comme médecin, par principe, c'est une limite qu'il ne franchira pas. Mais quand le tabac sert à maintenir en vie un événement de l'importance du Grand Prix, ça, pour lui, c'est une toute autre affaire. Mais je me questionne beaucoup, par contre, Trois-Rivières étant la région avec le taux de chômage le plus élevé au Canada, quels vont être les impacts de perdre le Grand Prix? On enlève 40 du marché de la commandite. Il va falloir que ça craque quelque part. Les impacts dont parlait le docteur Hébert, le groupe Sécor vient de les mesurer. La conclusion est que des 8 événements québécois, dont le Grand Prix de Trois-Rivières, qui dépendent du tabac, 3 ne pourront pas survivre. En somme, rien d'aussi rose que ce qu'Ottawa s'évertue à propager. Louis Cloutier, TVA, Saint-Grégoire. La Mauricie est l'une des régions au Québec où le taux de suicide est le plus élevé. Dans la région, 107 suicides ont été répertoriés en 1995, ce qui place la Mauricie au 4e rang provincial. On va parler de sport maintenant. Les Canadiens reçoivent ce soir la visite des Blues de Saint-Louis. La brigade défensive du tricolore risque d'être affaiblie puisque 3 arrières sont présentement blessés. Le Canadien Pierre Turgeon fera un retour à Montréal ce soir dans l'uniforme des Blues de Saint-Louis. Andy Moog risque d'avoir une soirée chargée puisque les défenseurs Patrice Brisebois, Dave Manson et Vladimir Malahov sont blessés. Le joueur russe est assuré de ne pas participer à la partie en raison d'une entorse au genou. Saint-Louis a gagné ses 4 derniers matchs. Parmi les rencontres à l'affiche hier, les Pingouins de Pittsburgh ont remporté une 8e victoire à leurs 9 dernières sorties en battant les Kings à Los Angeles 2-1. Jaromir Jagr a failli être blessé sérieusement à la suite de cette mise en échec de Ross Courtnall. Ailleurs, Calgary a remporté un 2e gain à l'étranger, 3-1 contre les Islanders à Uniondale, puis Vancouver a subi un 4e revers de suite, cette fois 7-5 à Détroit. Wayne Gretzky, qui a quitté le match de lundi, apparemment blessé à un genou, ne souffre que d'une contusion. Il sera en uniforme ce soir contre Calgary. Un programme de soutien aux athlètes amateurs a été lancé hier grâce entre autres à la firme de joueurs de hockey Jean Deck. 11 athlètes recevront chacun 10 000 $ par année grâce à la contribution de dizaines de joueurs de hockey de la Ligue nationale, dont Jocelyn Thibault, Vincent Danfous et Patrick Roy. C'est 2 mondes qui se rejoignent puis qui vont commencer à se parler. Puis c'est ça que je disais avec Patrick. On parlait, Patrick nous disait qu'il avait passé l'été au lac Beauport. Moi, j'aime le lac Beauport. Alors il disait, tu vas venir chez nous cet été. J'ai dit, pas de problème, mais tu m'invites.
L'ancien président des Nordiques, Marcel Aubu, soutient pleinement le président des Expos, Claude Brochu, dans ses démarches de bâtir un nouveau stade au centre-ville. Selon Aubu, il existe un parallèle entre les défunts nordiques et les Expos qui luttent pour leur survie. Et je le disais tantôt, justement, on le vit à Québec, l'exemple devrait nous aider. La fête des Nordiques, c'est presque la fin de notre ville, dans le sens que la compétition de Montréal n'est plus là et ça nuit à l'économie, ça nuit à la fierté, ça nuit à la représentativité internationale. Le groupe d'actionnaires québécois qui devait acheter les Rafales de Québec a retiré son offre hier. Cette décision a été prise après avoir scruté à fond les livres de l'équipe. Toutefois, 2 autres groupes d'hommes d'affaires seraient intéressés à se porter acquéreur de l'équipe qui appartient à des gens d'Atlanta. 5 Québécoises ont été choisies au sein de l'équipe féminine de hockey du Canada qui sera à Nagano. Parmi celles-ci, on retrouve la gardienne de but Manon Réaume. Enfin, le pilote Bertrand Godin, qui a perdu son volant en Formule Atlantique avec l'écurie Players, testera une Formule 3000 de l'écurie Colonie vendredi en Italie. Il a bon espoir de trouver un volant pour 1998. Guy Bolduc pour TVA Sport. On termine avec la météo. Alors, le soleil est au rendez-vous aujourd'hui. En détail, ce que ça donne. Le ciel demeure dégagé aujourd'hui. C'est donc du temps ensoleillé avec un maximum de moins 5 degrés. La nuit prochaine, on prévoit quelques passages nuageux. Ce sera brumeux par endroits. Minimum prévu de moins 20 à Là-Tuque et de moins 16 à Victoriaville. Et finalement, demain du soleil et quelques passages nuageux. Maximum de moins 7 à moins 6 degrés. Ne manquez pas notre prochaine édition, le 18h, avec Chantal Carignan. Entre-temps, ici à Harold Gagné, au nom de toute l'équipe, je vous souhaite un bon après-midi.